on met une femme au monde, c'est le monde qu'on crée. Celle que je vais recevoir aujourd'hui est un grand monde, avec ses différentes facettes. Son combat politique l'a emmené plusieurs fois en prison. Cela ne la décourage point. Rien ne l'effraie. Elle ne fait que persévérer et puis elle fonce. On m'a dit qu'elle s'appelle Pulchérie Balé et que cette dame est présidente d'une association qu'on appelle Alternative Citoyenne Ivoirienne, en abrégé ACI. C'est en sa qualité de membre de la société civile que nous la rencontrons ou nous la recevons sur les plateaux des grandes rencontres de Joël Etienne. Pulchérie Balé, comment est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien, merci. Elle va très bien. Elle communique tellement, elle prend les réseaux sociaux à témoin pour faire passer ses messages et tout ça. Alors, Pulchérie, pourquoi avoir choisi de communiquer par le biais des réseaux sociaux et avec des vidéos? Parce que vous savez que vos compatriotes, pour la plupart, ne lisent pas, donc vous êtes obligé d'utiliser les vidéos. Alors, quelle mouche vous a piqué d'avoir choisi ce canal-là? Bon, je n'ai pas vraiment le choix parce que les médias publics étant caporalisés par le parti au pouvoir, tout le monde n'y a pas accès. Donc, il ne nous reste que les réseaux sociaux pour échanger avec les citoyens. Et vous avez, je crois, 3 ou 4 rubriques sur les réseaux sociaux. Oui. Lesquelles, par exemple? On a les mardis de Pulchérie Balé. Ça dure combien de temps? Là, ça varie parce que ça dépend de on essaie de ne pas dépasser 1 heure. Ok, d'accord. Voilà, mais sinon c'est 30 à 55 minutes. D'accord. Oui, donc c'est une chronique hebdomadaire qui nous permet de commenter l'actualité, mais aussi de présenter les cas d'injustice qu'on nous présente parce que tous les mardis, on reçoit en audience des Ivoiriens désespérés qui viennent exposer leurs problèmes et c'est dans ces audiences-là que nous tirons certains sujets de nos mardis, de même que les sujets aussi pour les focus. Et les focus, il y a quoi à l'intérieur des focus? Les focus, on a 2 sortes de focus. On a les focus spéciaux qui sont des réactions à l'actualité. C'est-à-dire que c'est ponctuel, c'est pragmatique. C'est-à-dire que le sujet... C'est très ponctuel, ça dépend en fait de l'actualité. Par exemple, on dit l'AES sort de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on en pense? Ou alors on demande une intervention militaire au Niger, ou bien le chef de l'État a fait un discours. Vous n'êtes pas cantonné seulement que sur les problèmes sociaux ivoiriens? Non, pas du tout. Panafricaniste? C'est tout ce qui est social et politique, tout ce qui concerne, tout ce qui est d'intérêt national et international. D'accord. Oui. D'accord. Et puis bon, on a ce qu'on appelle les focus ordinaires. Eux, c'est vraiment sur les problèmes sociaux des Ivoiriens. Qui est Pulchérie Balé? Ben, c'est difficile de se présenter. Faites un effort. Donc, je suis sociologue de formation. J'étais en service au Bureau national d'études techniques et de développement en qualité d'expert on vous a renvoyé? On ne m'a pas renvoyé, on m'a licencié, c'est différent. Ah, okay, et abusivement. D'accord. Voilà. Et donc, je suis actuellement présidente d'une plateforme de la société civile et nous luttons pour les droits des citoyens, mais aussi pour toutes les questions d'intérêt national. La première fois que Pulchérie Balé s'est retrouvée en face d'un juge dont elle savait pertinemment qu'elle ne serait plus retournée chez elle à la maison, qu'elle dormirait à la prison, quel était l'état d'esprit dans lequel Pulchérie était, sachant très bien que pour ce combat que je mène, je vais me retrouver en prison? Dans quel état d'esprit elle était? Ou bien comment ça s'est passé? Bon, disons que la prison, ça fait toujours peur à tout le monde parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Mais en même temps, quand on s'engage dans ce genre de lutte, on s'y attend. La preuve, quand j'ai lancé mon mot d'ordre contre le 3e mandat, puisque je sais que nous ne sommes pas dans une démocratie, je savais que je m'exposais à une arrestation. Donc, je n'étais pas surprise. Ce constat continue? Oui, bien sûr. Vous qualifiez ce pouvoir-là de ne pas d'être... Ça va même de mal en pire parce que les principes démocratiques sont connus. Hein. Il y a la séparation des pouvoirs, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est l'exécutif qui dirige tous les pouvoirs. On a l'égalité
entre les citoyens, il n'y a pas d'égalité, on n'a pas de liberté non plus, on ne respecte pas les libertés. Et Bon, là, on va en parler. d'accord. Allons sur la première fois que vous vous êtes retrouvé face au juge qui devait vous conduire en prison. Oui, je dis que je m'y attendais. Parce que le contexte dans lequel on est, quand on veut dire la vérité, quand on veut défendre des causes, il faut s'attendre à aller en prison. Donc, je m'y attendais. Alors, quand la sentence, la grosse est tombée et que vous devez partir directement à la Maca sans passer même à la maison pour prendre, tout à l'heure, je vous ai vu avec un petit sac, un trousseau où se trouve le maquillage. Non, non. En fait, quand on est dans notre situation, on se promène avec le minimum. Parce qu'à tout moment, on sait qu'on peut se retrouver en prison. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et comme ça, Picheli Baye se trouve dans une fourgonnette. Oui, fourgonnette même, c'est bon. Il y a des, nous on appelle ça Air Maca. C'est plutôt des cargos qui sont compartimentés. Et chaque compartiment est moins confortable que l'autre. Donc en général, on met les femmes à l'entrée. Et voilà, donc, et puis la conduite est désastreuse. Première nuit en prison. Ah, première nuit en prison, c'est difficile parce que quand moi je suis arrivée, on n'avait pas encore repeint les murs. Ils étaient très sinistres, on arrive de nuit, dans un milieu inconnu, qui est insalubre, les cellules sont surchargées. J'avais même pas de place puisque c'est 2 personnes qui ont collé leur matelas pour que je me couche avec elles. En tout cas, la première nuit n'est pas facile, mais en même temps, on se dit que ça fait partie de l'école de la vie, quoi. Et le lendemain? Non, le lendemain, c'est plus cool parce que, bon, en général, les autres essaient de vous aider à vous intégrer. Ah bon? Oui, c'est normal, c'est un milieu, il faut s'intégrer. Donc, on commence à mieux observer et puis voilà, on se fait des amis. Et puis, bon, voilà, ça se passe bien en tout cas. Et vos voisines, il n'y en a pas qui sont venues vous parrainer? Non, madame, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis là, ça fait 15 ans. Vous pouvez compter sur moi pour vivre. Bon, la première fois, il y a les femmes de GPS qui m'avaient précédé. GPS de Soroguium. Voilà, on les a arrêtés le 13 août. On les a transférés à la prison le 14. Moi, on m'a arrêté le 15, on m'a transféré le 19. D'accord. Donc, m'ayant précédé là-bas, ça a facilité mon intégration. Donc, quand je suis arrivée, les gardes ont dit, bon, elles ont été arrêtées pour pratiquement les mêmes raisons, mieux vaut qu'on les mette ensemble. Donc, je n'ai pas eu de problème d'intégration. Elles étaient là avant moi, elles m'ont aidé, et puis bon, voilà. Alors, ceux qui sortent de prison, ils disent que les conditions carcérales sont vraiment exiguës, inhumaines, parce que pour une surface de près de 10 mètres carrés, on peut retrouver près de 5 ou 6 personnes. Oui, c'est le gros problème, oui, c'est très surchargé. La Maca a une capacité de... Bon, moi, je ne m'habitue pas à leur PPA, là. Nous, on dit toujours Maca. Oui, ça a une capacité de 1500 places, mais on a au moins 9000 prisonniers. Oh là là. Donc, vous imaginez ce que c'est. Oui. Voilà, c'est surpeuplé à 300% même. Et donc, c'est vrai que les cellules sont exiguës. Et donc, l'idéal serait qu'on ne mette pas systématiquement les personnes en prison. Parce que dans notre pays, et c'est tout ça qui fait que je dis qu'on n'est pas dans un état de droit, la présomption d'innocence existe dans notre code pénal, mais elle n'est pas appliquée. On met les gens systématiquement en prison. Alors, Picheli Baye en prison, 1 jour, 2 jours, 3 jours, est-ce que ce n'est pas, dites, écoutez, moi je sors, j'abandonne tout ça, s'il faut que je me retrouve ici? Non, pas du tout. La prison, c'est un lieu de retraite, quand on le vit bien, hein. C'est un lieu de retraite. On vous a mis en prison, pas parce que vous avez volé, pas parce que vous avez tué, mais pour vos opinions. Quand c'est comme ça, vous êtes là-bas, comme en retraite, vous faites le point, vous avez un peu plus de distance vis-à-vis de la réalité politique. Donc, ça vous permet de mieux analyser la situation et puis d'identifier ce que vous allez faire pour mieux lutter quand vous allez sortir. Donc, on ne se décourage pas, au contraire, on fortifie son moral et puis on revoit ses plans. À quel moment, étant en prison, à quel moment vous avez rencontré les faveurs de M. Soroguium, qui vous aurait assisté financièrement lorsque vous étiez interné? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes de GPS étaient là-bas avant moi. Il se trouve que le président Soro
a un traitement particulier pour toutes les personnes de GPS qui sont emprisonnées. Il y a même un barème pour les aider. Et donc, au moment où moi j'arrivais, il n'avait pas encore fini de définir la prise en charge des femmes. On vous a incorporé. Donc voilà, donc un matin, Madame Bonifon est venue me voir, elle m'a demandé si j'accepterais que le président Soro m'aide. Je dis, mais il n'y a pas de problème, c'est un Ivoirien. Moi, je suis le pilier de ma famille, on m'arrête en août, la rentrée c'est en septembre. Je compte sur qui pour m'occuper de ma famille? S'il veut m'aider, il n'y a pas de problème. Donc j'ai donné le contact de ma petite sœur et c'est elle qui recevait ce qu'il faut pour la famille. Je n'ai jamais vu cet argent, c'est ma famille que ça a aidé. Soro Guillaume vous assiste financièrement. Oui. Soro Guillaume, qui est un homme politique, il vous assiste. C'est un Ivoirien avant d'être un homme politique. Et là-bas, j'ai reçu les soutiens de tout le monde. Il y a des gens du PPACI qui se sont organisés pour m'aider. Il y a des gens, le président Bédié m'a aidé. Il y a des gens de tous les partis, toute l'opposition pratiquement m'a soutenu. Même le ministre Charles Blé Goudé de l'AE m'a envoyé de l'aide 2 fois. Et donc, il n'y a pas que le président Soro qui m'a aidé. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est son appui qui a fait beaucoup de bruit. Mais si peut-être qu'il voulait communiquer là-dessus. Non, c'est moi-même qui ai communiqué dessus. Ah. Parce que quand je suis sortie de prison, je suis allée sans complexe remercier tous ceux qui m'ont aidé. J'ai commencé par le président Bédié. Je suis aussi arrivée à GPS. Et là-bas, j'ai dit que l'aide du président Soro a été constante. C'est-à-dire que tous les mois, avant le 15 du mois, ma famille recevait quelque chose et que ça, c'était à saluer. Et si c'était à refaire, je le referais. Il n'y a pas de complexe à se faire. Alors, Pulchérie Baldé se bat pour une cause nationale. Elle est arrêtée. Personne n'a pointé le petit doigt, encore moins tapé les pieds sur le sol pour demander sa libération immédiate. Alors, ce combat-là, ça vaut la peine de le mener quand... bon, c'est peut-être vous... pour qui vous vous battez, une fois que vous avez des soucis, vous sentez un peu isolé, orpheline. Bon, c'est peut-être vous qui n'avez pas suivi l'actualité. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, et les partis politiques, et la société civile, et des citoyens lambda, pour demander ma libération. Seulement, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans un état de droit, donc voilà. Vous insistez, hein? Oui, j'insiste, et je persiste. D'accord. Alors, ce sont ces gens de signatures qui vous valent souvent des interpellations. C'est possible, mais moi j'ai mes arguments, hein, ce n'est pas compliqué. Quand je dis qu'on n'est pas dans un état de droit, je vous l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de séparation de pouvoir, la justice est inféodée, les citoyens ne sont même pas en sécurité avec tout l'appareil judiciaire, depuis la police jusqu'au tribunal. Il y a même les détentions abusives, il y a tellement de raisons qui le prouvent que ce n'est pas compliqué. Nous sommes toujours avec Madame Pulchérie Baldé qui se bat, n'est-ce pas, pour faire remonter l'injustice au grand jour, afin que les décideurs prennent la mesure des corrections. Alors, nous allons changer de sujet. D'accord. Récemment, à GESCO, oui. Il y a eu un déguerpissement qui a suscité un tollé. Oui. La semaine dernière, le même cas s'est produit dans le village, à Djamé Village. Oui. Vous vous y êtes rendu. Oui. Alors, à la suite de cette visite, qu'est-ce que vous avez retenu comme information réelle? Parce qu'il y a trop d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Par rapport à Djamé Village précisément? À Djamé Village précisément. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est exactement? D'accord. Par rapport à Djamé Village, il se trouve qu'en 2018, il y a un décret qui a été pris pour préciser les emprises du 4e pont. Et dans ce décret-là, il était clairement inscrit que seules les communes de Yopougon et du Plateau étaient concernées par le projet. Par la suite, le ministère en charge de l'entretien routier et de l'équipement a voulu faire une voie d'accès à ce pont-là qui part des sapeurs-pompiers à la mairie d'Adjamé, en passant par l'avenue Reboul qui traverse le village d'Adjamé Village. Et à l'époque, les villageois ne voulaient pas de cette voie d'accès parce que cela impliquerait que leur maison soit cassée.
pour satisfaire l'emprise du projet. Et donc, l'ancienne chefferie, ne voulant pas cela, il s'est trouvé qu'un jour, et c'est tout ça que je mets dans le fait qu'on n'est pas dans un état de droit. Allez-y, Parce que allez-y. quand on fait un projet, on tient compte absolument de la vie des populations. Voilà. Dans le cadre de l'étude d'impact qu'on réalise. Il y a une vidéo du défunt Premier ministre Bon Coulibaly qui était assez suffisamment les circonstances. Là, il parlait vraiment de la réalité, c'est Oui. ça effectivement. Donc je termine. L'ancien chef était en partance pour un voyage à Yamoussoukro. Quand les gens l'appellent, il ne le laisse pas lire un protocole qu'on l'oblige à signer. Donc il a signé ce protocole-là sans avoir consulté son bureau. Mais on lui a dit que comme il n'a pas lu, qu'il signe dans tous les cas, après on ferait un avenant si c'était nécessaire. C'est comme ça que lui, il a signé et puis il est parti. Après, quand les villageois ont vu ce protocole, ils ont dit non, qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, cette année, M. Begré Mambé, le Premier ministre, est entré en négociation avec la chefferie pour discuter de l'emprise du projet. Parce que dans le protocole, c'était marqué 30 mètres. Les villageois trouvaient que c'était trop. Ils en étaient à discuter sur 13 mètres quand, à leur grande surprise, au milieu de la nuit, c'était d'abord le dimanche parce que le district les a approchés pour leur dire qu'ils souhaiteraient libérer les emprises là, des tables au moins. Donc ils se sont entendus pour que le lundi 22 juillet, cela se fasse avec leur assistance. À leur grande surprise, le dimanche 21 juillet, à 4 h du matin, avec des loubards, le district vient et au lieu même d'enlever seulement les tables... C'est le district ou bien la Géroute? Bon, là, en tout cas, moi, ils m'ont dit que c'est avec le district qu'ils avaient parlé. Donc, au lieu d'enlever seulement les tables, non seulement ils les surprennent, mais ils se mettent à casser une partie des bâtiments. Ça, c'était le dimanche 21 juillet. Le mercredi, nous sommes allés enquêter là-bas et pendant que nous y étions, quelqu'un nous a dit qu'une information du district, une information officieuse, disait que le lendemain, jeudi, là, ils allaient venir casser. Et effectivement, le jeudi 25 juillet, ils arrivent avec des loubards armés, même pas l'armée régulière, pour venir casser les maisons sur plus de 50 mètres. Entre-temps, l'information a fuité sur les réseaux qu'il y avait une provision de 4 milliards qui avait été dégagée pour eux le 14 mai 2024. Donc là, ça pose le problème du respect des procédures. Parce que nous sommes dans un pays où on viole la Constitution, on viole les lois, on ne respecte pas les procédures. Vous n'êtes pas tendre. Vous n'êtes pas tendre, hein? Non, mais il n'y a pas à être tendre. C'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce qu'on vit tous les jours. Si l'AGEROUTE a fait une provision de 4 milliards en vue d'indemniser les populations dès que les négociations seraient bouclées, c'est d'ailleurs ce que le projet, le document même dit. Pourquoi est-ce que de mai à juillet, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour boucler ces négociations, indemniser les populations avant de libérer l'emprise? Donc, c'est une injustice que les habitants d'Adjamé Village vivent actuellement. Mais si le projet est du domaine public et que ça devait passer nécessairement et obligatoirement à cet endroit-là, pourquoi vous parlez d'injustice? On parle d'injustice parce qu'il y a un décret qui définit l'expropriation pour cause d'utilité publique. Déjà, même dans l'article 11 de notre Constitution, il est écrit clairement que quand on veut exproprier quelqu'un pour cause d'utilité publique, il faut une indemnisation juste et préalable. Le juste, c'est par rapport à la valeur du bien détruit et le préalable, c'est par rapport à la libération de l'emprise. Il faut indemniser préalablement. Donc ça déjà, se comporter de cette manière-là, c'est violer la Constitution. Maintenant, le décret même d'expropriation pour cause d'utilité publique détaille la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les gens ils sont victimes d'injustice. C'est clair, on ne respecte pas les textes, on n'a pas respecté les procédures. Quelle solution vous préconisez à l'instant pour éviter les grabuges, pour que cette injustice soit réparée et que le projet soit réalisé sans problème? Non, non, ce n'est pas compliqué. Il y a eu non seulement un déficit de communication, mais il y a eu le non-respect des textes. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous savez, sur les cas de GESCO et ATKoubé, puisqu'on a procédé au déguerpissement avant de chercher à indemniser les gens, il y a eu beaucoup de listes frauduleuses.
Et moi, quand j'étais à Djamé la dernière fois, la chefferie avait commencé à recenser toutes les personnes affectées. Donc, pour que cette situation se règle, c'est très simple. Il faut s'appuyer sur la liste de la chefferie pour ne pas qu'il y ait Mais d'infiltration. vous savez que les Hébriers, là, chaque 6 mois ou chaque année, ils élisent de nouveaux chefs à partir des fêtes de génération. C'est-à-dire que ceux qui sont là Non, aujourd'hui... ce n'est pas chaque 6 mois, c'est tous les 15 ans. Ah, d'accord. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ok, d'accord. Voilà, donc Donc, après 15 ans, ceux qui vont venir, ils ne vont plus reconnaître. ça n'a rien à voir. Vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire Oui, pour que la situation se répare. oui. Ce qu'il faut faire, c'est de réparer justement les injustices en les recensant. Mais le recensement là doit être basé sur le recensement de la chefferie. Parce que c'est les chefs qui connaissent les propriétaires et c'est chaque propriétaire qui connaît ses locataires. Donc on se base sur la liste de la chefferie, on indemnise les gens, mais en même temps, il faut même qu'il y ait aussi des dommages et intérêts. C'est-à-dire, là maintenant, avec ce qui a été fait, les indemnisations simples ne suffisent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de cette situation. Avant-hier, là? Oui, oui, oui. Il y a un monsieur à Samoa qui a piqué une crise. Il y a d'autres qui ont été blessés avec les gaz lacrymogènes. Il y en a qui ont été asphyxiés. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Tous ces préjudices-là doivent être réparés. Donc, il faut indemniser les gens. Il faut leur donner un site. Parce que là, on parle d'un village. Ceux qui ont fait ça, là, s'ils ont un village, ils devraient savoir que le village, c'est différent d'un quartier. Mais c'est un village qui est englouti complètement par Non. l'expansion rapide de la ville d'Abidjan. Non, 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 non. Ils ont quand même leur territoire, ils ont toujours leurs pratiques culturelles. Eux, ils sont dans leur village. Ouais, mais Donc, on ne peut pas venir détruire un village comme si on détruisait un quartier. Déjà, même que pour le quartier, ce n'est pas normal, mais pour le village, c'est encore plus important. C'est la terre, là, qui définit notre identité. Quand je dis que je suis ivoirienne, c'est par rapport à quoi? Si je dis que je suis Gagou, c'est parce que mes parents ont un village à Oumé. Donc, détruire le village de quelqu'un, c'est détruire son identité. Oui, de par mon père. Et de par votre mère? BT. D'accord. Voilà. C'est ça qui chauffe le... Non, pas forcément. Le rognon? C'est la lutte pour les droits qui chauffe le rognon de tout le monde. D'accord. Alors, quand les Hébriers vous ont vu, quelle a été leur réaction? Ils sont contents parce que ça montre que les Ivoiriens s'intéressent à eux, ça montre que les Ivoiriens les soutiennent, donc ils sont contents et ils s'expriment librement sur ce qu'ils ressentent. Et quand vous obtenez gain de cause dans ces genres d'injustice, quelle satisfaction vous recevez des victimes? Oh, ça dépend. Il y a des victimes qui nous font des cadeaux. Comme quoi, par Il y a exemple? des victimes qui nous font des bénédictions. Les cadeaux, là, vous Il y a ne des répondez pas, là? victimes... Comment? Les cadeaux, c'est de quel... Non, les cadeaux, ça dépend. Un cadeau, c'est un cadeau. De l'argent? J'aime porter le pagne, on peut m'offrir un pagne. Il y en a qui donnent de l'argent. Mais nous, on ne demande rien. Nous, on travaille vraiment de façon désintéressée. Après, c'est les gens, quand ils sont satisfaits, c'est eux qui voient, quoi. On appelle ça l'armée du salut, mais Péchérie Balé vit de quoi? Puisqu'elle vient de nous dire qu'elle a été licenciée abusivement. Pour le moment, on ne sait pas si vous êtes propriétaire terrienne ou bien si vous avez des biens qui vous rapportent de l'argent. Elle vit de quoi, Pulchéri Balé, avec ce beau sourire? Pulchéri Balé vit des dons des personnes qui comprennent sa lutte. Il y a des personnes ivoiriennes ou non qui apprécient ce que nous faisons et qui nous font des dons. C'est de ça que nous vivons. Si le pouvoir vous en fait, ça. Le pouvoir que vous décrivez. Ils ne vont même pas penser à ça. Et pourquoi? Ah non, mais attends, c'est pas normal. Donc, vous sentez défenseur des droits des citoyens, oui. Donc très proche de l'opposition? Non, pas forcément. La preuve, c'est toutes les missions que nous faisons sur les terrains de déguerpissement. La plupart des quartiers où nous allons, le RHDP a fait 100% là-bas. Hein. Quand nous, quelqu'un a un problème, on ne cherche pas à savoir son ethnie, son appartenance religieuse ou culturelle. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la personne est victime d'injustice. Quand la réponse est oui, on la défend. Alors, est-ce qu'elle peut nous donner un exemple palpable qui lui a fendu le cœur pour une fois qu'elle était peut-être sur le champ de l'opération? Est-ce que vous avez souvenance d'un exemple de quelqu'un ou d'une femme ou bien, peu importe,
de quelqu'un, vous voyez la personne, vous dites, oh mon Dieu, pourquoi tout ça? Non, toutes les situations nous fendent le cœur, mais le cas des déguerpissements abusifs est très grave. Quand nous prenons le cas de GESCO, ça s'est passé en pleine année scolaire, ça s'est passé en saison pluvieuse, et ce sont des personnes qui ont des titres de propriété. Parce que comme malheureusement nos autorités n'ont pas de problème pour mentir aux citoyens, c'est très grave. On fait croire que ce sont des quartiers précaires, les gens n'ont pas de titre de propriété. On raconte même que certains ont déjà été indemnisés. Donc, ça fend le cœur de voir que des autorités qui devraient assurer la sécurité des citoyens sont eux-mêmes les bourreaux des citoyens. Et ça fend le cœur de voir que ces citoyens-là n'ont pas de recours. Parce qu'à cause de ces déguerpissements, il y a des familles qui sont disloquées, il y a des scolarités qui sont interrompues. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui dorment encore à la Belle Étoile. C'est triste. Même au cimetière, ils sont là à Port-Boué. D'accord, c'est vraiment triste. Ouais. Alors, au regard de tout ça, nous allons aborder le problème de la cherté de la vie. D'accord. Comment vous vivez cette cherté, vous-même, en tant que leader d'opinion? Comment vous vivez cette cherté de la vie avec le coût de l'électricité, le panier de la ménagère qui est dégarni de vitamines, vous-même en tant que péché libre, comment vous vivez cette cherté de la vie? On le vit très difficilement, d'autant plus qu'on n'a pas de revenus, alors qu'on a tous le même marché, on est tous soumis aux abus de la CEI, comment on dit? Il ne faut pas confondre la CIE, la CEI, la CIE. On est tous confrontés au même problème, hein, donc on le vit vraiment difficilement parce qu'il n'y a aucun domaine qui soit épargné par cette cherté de la vie. Et le peuple, qu'est-ce qu'il vous remonte comme douleur quand il vous voit? Le peuple est déçu. Le peuple est déçu parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que des injustices, mais il y a des mensonges. En juillet 2023, la CIE a annoncé une augmentation de 10% de l'électricité pour les 15 ampères et plus. Et c'est à la fin de l'année 2023 qu'on a annoncé 10% pour tout le monde. Ça suppose que ceux qui ont les 15 ampères et plus ont subi une augmentation de 20% et les autres 10%. Malheureusement, déjà depuis juillet 2023, ceux qui avaient les compteurs à carte ont constaté une augmentation de 50%. Et aujourd'hui où nous parlons, il y en a même qui ont des augmentations de 125 à 150%. Donc le peuple est vraiment déçu parce que le ministère du Commerce, par rapport aux denrées de première nécessité, prend des mesures qui ne sont pas appliquées, qui sont inopérantes. On ne sait pas sur quelle base, parce que les commerçants ne sont pas associés. Les commerçants, ce n'est pas des philanthropes. Hein, eux aussi, ils subissent des taxes et tout ça. Ils subissent des réalités qui jouent sur le coût des produits. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que le ministère du Commerce peut jouer la comédie avec les problèmes des Ivoiriens. Par exemple, on vous annonce que le kilo de sucre blanc doit coûter, il est plafonné à 950 francs. Mais quand le commerçant achète son sac de sucre blanc à 56 000, vous divisez 56 000 par 50, le sac de 50 kilos, ça vous fait 1112 francs. Comment lui, il peut venir vendre ça à 950 francs? Donc vous voyez, voilà. En plus, il y a des situations de monopole. La CEI nous maltraite parce qu'on n'a pas d'autres possibilités pour nous approvisionner en électricité. L'énergie solaire est chère, les installations sont trop chères pour les citoyens, on a le monopole dans l'importation du riz, on a des monopoles un peu partout et c'est tout ça qui asphyxie les populations. Et nous allons parler de politique. Après le décès du président Bédié, il y a M. Tidiane Thiam qui est désormais le président du PDCI-IRD. Comment vous avez accueilli son élection? Bon, son élection est intervenue à un moment où nous autres, on n'avait pas fini de pleurer le président Bédié. Mais bon, j'estime que par rapport à l'âge de la plupart de nos politiciens, c'est heureux qu'il y ait quelqu'un de jeune qui vienne maintenant. Si le PDCI estime que c'est le candidat qu'il leur faut, bon, nous, on ne fait qu'observer. Et depuis qu'il est arrivé, chaque fois qu'il fait une sortie, dans l'autre camp, c'est des invectives, des attaques. Non, mais eux, ils sont toujours dans la violence parce qu'ils n'ont pas d'argument.
C'est vraiment dommage parce qu'on parle d'apaisement du climat politique. Donc, en principe, les politiciens responsables devraient être dans une stratégie pour essayer de convaincre les citoyens par rapport à 2025 et non s'en prendre aux autres inutilement et violemment. Ça vous inquiète 2025? Absolument. Sur quel plan? Sur tous les plans, parce que d'abord, la réconciliation n'est pas effective et on s'en va quand même aux élections. Le système électoral n'est pas assaini et puis on n'est pas sûr que le dialogue politique sera productif avant cela. Parlant de l'élection présidentielle, jusque-là, le président Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Oui. Alors, vous qui êtes tout le temps au milieu du peuple, là aussi, vous recevez des cris d'alarme. Qu'est-ce que vous recevez sur ce plan-là? Oui, par rapport à ces deux cas, il y a une injustice qui est criarde. En 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris deux arrêts. L'un par rapport au président Laurent Gbagbo pour demander son inscription sur la liste électorale et l'autre par rapport au président Soro Guillaume pour demander qu'on arrête les poursuites contre lui. C'est suite à ces deux arrêts, pour ne pas les appliquer, que l'État de Côte d'Ivoire, en avril 2020, a décidé de retirer sa déclaration de compétence auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il y a un problème de mauvaise volonté du pouvoir en place pour appliquer une décision de justice. Donc, ce n'est pas normal que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Par rapport au ministre Charles Blé Goudé, l'injustice se situe dans le fait qu'il a été incriminé avec plusieurs personnes concernant la crise post-électorale. Et la majorité de ces personnes ont été soit amnistiées, soit graciées. Moi, je ne comprends pas pourquoi il est le seul à n'avoir pas bénéficié de ces faveurs-là. S'il en avait bénéficié... Jusque-là, il écrit que ses comptes sont toujours bloqués. Oui, il n'est pas le seul, mais on parlait de la liste électorale. Je trouve que ce n'est pas normal qu'il n'y soit pas parce qu'il n'a ni été gracié, ni été amnistié. Il y a toujours du deux poids, deux mesures dans ce pays. Votre aide, Soro Kibafori Guillaume, qui vous a assisté financièrement lorsque vous étiez en prison. Il n'est pas le seul à m'avoir soutenu. Bon, même je ne sais pas pourquoi c'est son nom-là qui fatigue les gens. C'est beau entendre le nom. Bon, alors, avec ce débois judiciaire, vous pensez que même si demain il rentrait en Côte d'Ivoire, la justice ne va pas lui mettre ce grappin pour l'empêcher de se mouvoir politiquement? Moi, j'ai vraiment honte à la place de ceux qui sont au pouvoir parce que c'est eux qui ont acclamé Guillaume Soro quand il était président responsable de la rébellion. On dit qu'il a sauvé la Côte d'Ivoire, c'est eux qui étaient... Bon, aujourd'hui, c'est lui qu'on traite de tous les maux, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette malhonnêteté-là pour aller à la réconciliation véritable. Parce que dans la crise ivoirienne, là, chacun a sa responsabilité, même ceux qui dirigent actuellement le pays. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent comme s'ils n'ont jamais rien fait, c'est les autres qui ont toujours fait quelque chose. Bon, franchement, c'est désolant, quoi. Le PPACI a choisi comme candidat Laurent Gbagbo, sachant très bien que son nom n'est pas sur la liste électorale. Oui. Blé Goudé, lui, pour le moment, il observe. Mais le PPACI fait une promotion, une campagne à cet effet. Le chéri Balé, qui est de la société civile. Qu'est-ce que cela vous dit? Non, j'estime que c'est leur droit. Ils ont fait leur convention, ils ont investi leur candidat. Bon, nous tous, on observe, on verra ce que ça va donner. Mais ce candidat, il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste, mais c'est leur candidat. C'est leur candidat. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas sur la liste parce qu'il est victime d'une injustice. Si on avait appliqué l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il serait sur la liste. Donc certainement qu'ils espèrent que le pouvoir en place revienne à de meilleurs sentiments. On vous taxe d'être très proche de la gauche ivoirienne, enfin, de l'opposition. Est-ce vrai? Bon, il faut dire qu'à la base, moi je suis syndicaliste et syndicaliste de gauche. J'étais responsable, une des responsables de la Centrale Dignité
avant mon arrestation. Maintenant, quand on est dans un contexte de dictature, forcément, tous ceux qui luttent pour les droits humains arrivent à avoir les mêmes sujets de revendication que l'opposition. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément de mèche. Donc, c'est des accointances qui sont tout à fait naturelles dans un tel contexte. Pour cette élection de 2025, il est sans conteste que M. Ouattara, qui est sollicité matin, midi, soir par son camp. On dit que c'est le candidat naturel. Alors, cela vous inspire quoi finalement? Ça, moi, franchement, c'est quoi le mot naturel quand ils... Bon, c'est eux qui peuvent définir, ils disent que c'est leur candidat naturel. Mais moi, la candidature de M. Ouattara ne me fait ni chaud ni froid parce qu'on est habitué à ces violations de constitution. S'il a fait un 3e mandat, il peut en faire un 4e, un 5e. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que société civile, c'est le système électoral. Il faut qu'il soit suffisamment assaini pour que le choix du peuple soit respecté. Et pour qu'il soit assaini, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut réformer la CEI. Nous, on pense qu'il faut que les politiques sortent de la CEI parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti. C'est parce que les politiques sont dans la CEI avec une grande part de membres de la CEI pour le pouvoir en place qu'il n'y a pas de crédibilité dans nos élections, il y a des fraudes, il y a de la tricherie. Donc si les politiques sortent de la CEI et que la CEI devient véritablement crédible, elle va travailler avec transparence, alors le choix du peuple sera forcément respecté. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Récemment, à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui a été votée que beaucoup qualifient de liberticide. Oui, l'article 185 nouveau. En fait, le code pénal a été modifié. Ça vous inquiète? C'est forcément inquiétant. On n'a pas eu besoin de ça pour faire des prisonniers d'opinion. Maintenant, quand on envoie cette modification qui restreint davantage les libertés, c'est inquiétant. Il y a même une nouvelle ordonnance qui a été prise contre la société civile. Et donc, votre résistance est compromise? Oui, forcément. À tout moment, vous pouvez retourner encore à la MACA? C'est même pas une affaire de MACA, c'est une affaire de... Ils ont mis dans leur nouvelle ordonnance, dans l'article 22, qu'en Conseil des ministres, on peut dissoudre n'importe quelle association. Donc, on peut parler aujourd'hui et puis mercredi, on va dissoudre ACI. Et qu'est-ce que vous ferez? Moi, je continuerai de travailler. On a dissous ACI, on n'a pas dissous Picherik Balé. Et c'est Picherik Balé qui fait ACI? Oui, mais c'est pour ça que je dis que Picherik Balé va continuer de travailler. Picherik Balé. Quel est ce virus-là qui vous stimule, qui vous stimule à ce courage, à cette détermination? Vous savez, quand on est dans un contexte d'oppression, il faut bien qu'il y ait des gens pour dire la vérité. Sacrifier. C'est ce rôle. On ne se sacrifie pas forcément, c'est les gens qui font de nous des martyrs. Sinon, nous, on s'exprime sur la base des principes qu'on devrait respecter dans une démocratie. Alors, on reproche au pouvoir ivoirien d'autoriser la présence des militaires étrangers sur le sol. Et beaucoup d'observateurs qualifient cela de restreindre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et le sujet revient constamment dans les débats politiques. Non, la question même, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire est souveraine? C'est quand la souveraineté existe qu'on la restreint. On n'est même pas souverain, donc ça, ce n'est pas étonnant. Les militaires qu'on chasse ailleurs, c'est nous qui les recevons ici. Bon, c'est ceux qui gouvernent qui décident, hein. On les regarde. Picherik Balé s'est rendu une fois au Mali quand la Côte d'Ivoire avait ses 49 militaires. Dès qu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle a été mise aux arrêts et puis transférée encore à la MACA. C'est un sujet triste qu'on ne voudrait pas aborder, mais ça peut juste revenir sur la création de l'AES. Oui. Quand vous avez appris que 3 pays se battent pour garder leur souveraineté en tant que défenseurs des droits de l'homme, comment vous avez vécu et quelle analyse vous faites du courage de ces trois pays-là? Franchement, c'est une nouvelle que j'ai accueillie avec beaucoup de joie parce que la lutte panafricaniste est très vieille et beaucoup pensaient que c'était une lutte qui était théorique, beaucoup pensaient que les panafricanistes étaient des rêveurs. Et ces 3 pays de l'AES ont montré qu'il est possible de prendre son destin en main
il est possible de se séparer de la domination occidentale, il est possible d'exiger des rapports beaucoup plus équitables avec l'Occident. Donc vraiment, moi, je l'ai accueilli avec beaucoup de joie. Vous les soutenez? Et j'espère, oui, je les soutiens à 100% et j'espère que beaucoup d'autres pays vont les rejoindre. L'élection au Sénégal, Oui. quand les Sonko ont été élus en tant que panafricanistes, quel a été votre état d'esprit? Vous étiez en joie, vous étiez en sémie. Quel a été votre... Non, on était en joie pour deux raisons. La première, c'est que c'est évident que le président Macky Sall était un pion de la France-Afrique. S'il n'est plus à la tête du Sénégal, c'est tant mieux pour les Sénégalais. Le deuxième, c'est que de loin, on a vu comment le peuple soutenait Sonko. Et donc, si aujourd'hui, le tandem Sonko et Diomaye sont au pouvoir au Sénégal, c'est forcément une source de joie pour nous qui défendons le fait qu'il faut que la volonté du peuple soit prise en compte. Votre rêve, c'est de voir l'AES s'agrandir avec d'autres pays? Oui, il faut absolument que l'AES s'agrandisse parce que la CEDEAO n'est pas crédible du tout. Mais vous souhaitez que la Côte d'Ivoire rentre un jour dans la... Absolument. En tout cas, moi, si ça dépend de moi, on va rentrer là-bas. Il a dit, si ça dépend de moi, on va rentrer. Alors, une autre question un peu politique. Que vous inspire une alliance PPACI, PDCI, PPACI, RHDP, PDCI, RHDP? C'est 4, hein? Donc je vous écoute. En Côte d'Ivoire, ici, on a déjà vu toutes les alliances, hein, ce n'est pas nouveau. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que j'ai dit là. Qu'ils rendent le système électoral transparent. Nous, on va choisir qui on veut. C'est ça qui est important. Sinon, ils peuvent faire toutes les alliances qu'ils veulent. Ils en ont fait dans le passé. Mais tout à l'heure, vous avez dit que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. Non, ça c'est par rapport à nos rapports avec l'Occident. Ce n'est pas par rapport à nos rapports internes. Alors donc, si on veut bien vous écouter, l'élection de 2025 risque d'être reportée au regard de toutes ces imperfections que vous décrivez là. Non, pas forcément. C'est dans les imperfections qu'on organise toujours nos élections. Ce qui est inquiétant pour 2025, c'est le fait qu'on est en train de recréer le contexte de 2010, alors que 2010 a été la crise la plus meurtrière. En 2010, il y a un candidat qui n'était pas éligible, qu'on a rendu éligible. En 2025 encore, c'est la même chose. Le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. C'est même pire puisque le président Soro Guillaume est en exil. On est dans un contexte où il n'y a pas de dialogue entre les politiques. L'opposition est divisée. Le pouvoir devient de plus en plus dictateur avec les lois liberticides qu'il prend. Donc moi, je pense que le contexte de 2025 étant pire que celui de 2010, si on ne prend pas maintenant le taureau par les cornes pour régler certaines questions, il y a lieu de s'inquiéter. Alors, au regard de tout ça, le Chérif Barré est tenté pour 2025 pour venir mettre de l'ordre? Mettre de l'ordre, j'en ai pas le pouvoir. Sinon, ce que mais nous vous êtes citoyenne, vous pouvez être candidate en 2020. Ce qu'on a fait, c'est d'organiser le 22 juin 2022, ce qu'on a appelé, 2024 plutôt, la journée de consultation populaire. On a appelé tous les acteurs politiques et tous les acteurs de la société civile à venir partager sur leurs propositions pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en 2024. Ils sont venus? Tout le monde est venu, sauf le RHDP. Ils sont les seuls à avoir reçu 2 courriers d'ailleurs. On leur a fait un courrier de relance. Mais tout le monde est venu et on a fait un rapport de synthèse pour transmettre au président de la République les résultats de ces réflexions-là afin qu'il sache ce que les Ivoiriens souhaitent pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en 2024. Je pense qu'en tant que société civile, c'est une activité majeure que nous avons menée. Maintenant, le président, il est face à ses responsabilités. Il peut en tenir compte comme ne pas en tenir compte, mais nous sommes là pour faire des propositions. Est-ce que quand vous regardez l'environnement politique, tous ces acteurs-là aiment véritablement la Côte d'Ivoire? Non. À un moment donné, chacun a pris des mauvaises décisions. C'est le peuple qui a payé le prix. Bon.
Alors, Pucheri Je ne Balé, crois pas qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. qu'est-ce que vous regrettez dans votre lutte pour la défense des droits des citoyens ivoiriens? Ce que je regrette, c'est que nous ne soyons pas dans un contexte de liberté d'expression réelle. Ce que je regrette, c'est que nous soyons dans un contexte où la justice est quasi inexistante. Ce que je regrette, c'est que nous soyons dans un contexte où le choix du peuple n'est pas garanti. Ça vous inquiète toujours? Oui, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on retient du combat des Pucheri Balé? Bon, c'est chacun qui sait ce qu'il peut en retenir, mais moi je sais que je n'ai pas encore fini. Il y a beaucoup à faire. Mais c'est toujours les mêmes. C'est une répétition. Non, ce n'est pas une répétition. Le contexte évolue quand même. À chaque période, on va dire, les mots augmentent. Et donc, c'est de plus en plus difficile. M-A-U-X. M-A-U-X. D'accord. Les mots augmentent au plan politique comme au plan socio-économique. Donc, c'est de plus en plus difficile. Mais quand c'est comme ça, nous aussi, on s'arme aussi de plus de courage pour avancer. Alors, nous venions de recevoir pour la première fois à Abidjan, sur notre plateau des grandes rencontres de Joël Etienne, Madame Pucheri Balé, avec elle nous avons fait le tour, un large tour de la situation de son pays, la Côte d'Ivoire, et on a survolé un peu l'AES, le Sénégal, avant de revenir en Côte d'Ivoire. Notre émission va tirer à sa fin et nous donnons le mot de fin à notre invité. D'abord, c'est de vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de communiquer avec votre public, pour leur faire savoir ce que nous voulons pour notre pays, mais aussi de dire aux populations en général que personne ne viendra faire le changement pour nous. Si nous sommes conscients du fait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société, c'est à chacun de nous lever. Et quand on prend par exemple l'exemple de la CIE, plus on se plaint, plus l'électricité est chère, parce que justement les gens savent que nous ne ferons rien. On va murmurer dans nos salons, on va murmurer dans nos maquis et autres. Et je pense que pour tout ce qui est d'intérêt national, comme ces problèmes de cherté de la vie, comme ces problèmes de mauvaises décisions politiques, il faut que chaque citoyen réalise sa responsabilité en tant que citoyen de s'engager pour son pays. Et s'engager pour son pays, c'est soit prendre soi-même les décisions pour participer au changement, comme s'enrôler sur la liste électorale pour voter, soit soutenir les initiatives citoyennes d'organisations comme les nôtres pour aider à aller à ce changement. Pour aider à aller à ce changement, nous y avons contribué tout à l'heure. Nous voudrons remercier tous nos téléspectateurs qui augmentent de jour en jour en fonction de nos invités. Mais nous pensons qu'avec Mme Pucheri Balé, on va encore augmenter d'audimat tout en vous informant que désormais, nous sommes sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Mme Pucheri. Merci à vous qui nous suivez et on se dit à très bientôt pour une nouvelle invitée des grandes rencontres de Joël Etienne. Portez-vous bien chez vous.